Moi les gars, du coup, j'avais envie de parler un petit peu avec vous sur un sujet que tu as évoqué un peu plus tôt, Sébastien, c'était comment apprendre à nos joueurs à jouer et comment les aider à s'épanouir un peu plus pendant les parties de roleplay pour mieux jouer leur personnage, pour qu'ils kiffent un peu plus aussi l'histoire et comment on fait tout ça, ouais. C'est vrai que c'est un sujet qui est pas évident, je trouve, parce que c'est pour ça que j'avais envie d'avoir votre avis. En fait, des fois, quand t'as des personnes qui te disent j'ai trop envie de faire du roleplay avec eux, genre c'est une bonne occasion de les voir plus, de les connaître plus, tu partages quelque chose, c'est cool quoi. Mais t'as différents styles de jeu, des différentes façons de jouer, on va dire, entre tes joueurs, déjà c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que des fois t'as des gens, ils connaissent pas du tout quoi, ils ont comme référence les jeux de société. Donc, où tu as une règle bien définie sur ce qu'il faut faire, c'est quoi l'ordre des choses, dans quel ordre tu fais les choses, etc. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai le droit de pas faire. Exactement. Et ça, d'ailleurs, c'est une remarque qu'on a eue quand on a joué, quand on a testé l'univers concret. C'était en fait, je savais pas que j'avais le droit de faire ça, je savais pas que je pouvais faire ça. Ça, c'est une remarque qu'on arrive tout le temps sur les premières fois de tous les joueurs, c'est en fait, je sais pas quoi faire. En fait, je pense que pour ce sujet-là, il y a peut-être deux parties à celui-là, c'est comment aider un joueur pour la toute première partie. Et la plupart du temps aussi, comment répondre à ces questionnements, typiquement, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. Et peut-être une deuxième partie aussi sur comment aider nos joueurs qui sont là depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs années, peut-être pour certains. Comment les aider un peu en tant qu'MJ à s'épanouir un peu plus, à progresser et tout ça. Parce qu'en fait, en tant qu'MJ, déjà en plus, si vous êtes sur ce podcast, c'est parce que vous avez envie d'aller plus loin sur vos compétences de MJ. Et en fait... en tant qu'MJ, tu as une grosse implication sur tes aventures, sur tes histoires, ce que tu veux faire. Alors que quand tu es joueur, tu es là, tu as une implication moins forte. En général, c'est pas le cas tout le temps, mais tu as une implication moins forte qui est voilà, je suis là pour jouer, on va passer un bon moment, et puis voilà, c'est pas toi qui prépare, etc. Tu es juste là à l'heure. À l'heure de session, Du coup, on va commencer par peut-être le première partie. Comment est-ce qu'on fait pour aider un joueur qui vient pour la toute première fois? Toi, t'as une strat, Axel, qui est pas mal, je crois. Moi, la strat dans mon groupe, c'était on met le joueur débutant à côté d'un joueur pro. Entre guillemets, quoi. Le but est alterne entre les deux, tu vois. Le but, c'est qu'en fait, les joueurs débutants qui ont pas trop le truc sont à côté, donc t'as un joueur expérimenté qui soit là pour les aider s'il y a besoin, tu vois. Et à l'inverse, l'autre chose, c'est pas forcément les forcer à être actifs, parce qu'ils vont avoir besoin de prendre confiance, de voir les autres jouer au début pour comprendre un petit peu la dynamique. Faut pas que tu hésites à les questionner, genre est-ce que c'est ok pour toi, est-ce que tu veux faire des choses, leur répartir la parole. C'est ça, mais sans les forcer, tu vois, donc juste lui poser la question, s'il veut pas, c'est ok, tu vois, tu dis ok, pas de problème et tout. Bien lui dire quand il fait des bons trucs, où il prend des actions, tu vas lui dire ok, c'est cool ce que t'as fait, tu vois, ou à la fin de la partie, ok, ça c'était trop bien et tout, tu vois. Donc toujours être dans l'affirmatif et dans le côté, c'est cool, tu vois. Bienveillant. Ouais, bienveillant, toujours. C'est pas grave, c'est au début, il est en mode je décris mes actions au lieu de faire vraiment mes actions, tu vois. Il y a vraiment ce côté, il faut qu'il aille par étapes, et au début, tu peux pas tout de suite, genre, à part des gens qui ont fait théâtre, tu vois, ou qui ont cette fibre-là, c'est difficile pour les gens de se projeter tout de suite, tu vois. Donc il faut leur laisser le temps de s'adapter, et après aussi, donc ça, moi, c'est comme ça que je gère un petit peu les nouveaux joueurs, tu vois. J'aime bien, en général, toujours faire du one-shot pour les nouveaux joueurs, pas forcément les faire entrer dans une campagne tout de suite, tu vois, très dur. Pour voir si ça leur plaît déjà, et ça permet aussi de voir après si que tu vas plus loin dans une vraie campagne avec eux. Ça. Et ce qui est bien aussi, c'est avoir aussi des personnalités un peu différentes quand t'as des débutants. Genre des personnes peut-être un petit peu plus excentriques qui vont se prendre plus vite au jeu que d'autres, peut-être un peu plus en reclé, tu vois. Parce que si t'as que des mecs en retrait, en fait, tu vas faire l'histoire tout seul au bout d'un moment, tu vois. Si t'as que des joueurs non expérimentés. C'est un joueur, même débutant, qui est un peu excentrique, il va tout de suite prendre un peu les devants, en fait. Ouais, c'est vrai. Et c'est cool, parce que du coup, il crée un peu la dynamique de groupe, t'as un espèce de semi-leadership qui se passe, et en fait, c'est pas mauvais, parce que ça permet au groupe d'avancer, tu vois. Et d'ailleurs, je crois que tu fais un truc, c'est que tu leur dis explicitement, tu les matches, quoi, en quelque sorte. Le joueur pro, tu lui dis aide un peu le joueur inexpérimenté, et en gros, un peu comme si c'était son parrain, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, tâche, quoi. Son petit poulain, quoi, tu vois. Le but, c'est que même s'il y a des questions sur les règles aussi, tu vois, que t'es pas toi à gérer toutes les questions de règles de la table, tu vois. Ouais. En fait. Et ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on va tous rencontrer des joueurs qui ont du mal, même après plusieurs séances, à pas comprendre le système de règles, quoi. En fait. Et en fait, souvent, ce qui leur manque, c'est souvent un déclic. Donc en fait, il faut limite que tu te poses devant un tueur qui dit ok, on passe en review ce qui ça, et limite, tu leur fais une petite fiche d'aide si tu veux essayer à progresser, quoi. Parce que souvent, t'as des gens qui ont plus de mal à choper le truc et ils ont besoin de prendre. Tu prends 30 minutes avec eux, tu leur débunk un peu les problèmes qu'ils ont, tu vois.
Et une fois qu'ils ont débunké, que t'as pris le temps, bah en fait ils ont une espèce de révélation. Je crois que ça m'a été un peu arrivé avec toi d'ailleurs, sur Pokémon, où genre vraiment t'avais beaucoup de mal sur d'entraînement ou sur le truc, et en fait, à un moment t'as eu le déclic et tout était logique. Ouais, ça. Et le pire, c'est que je me souviens même pas sur quoi je galérais. Mais je me souviens que j'en chiais et à chaque fois j'étais perdu, ça me faisait des nœuds au cerveau. Et je n'y arrivais pas, quoi. Ouais. Et c'était ma première fois vraiment en tant que joueur, et puis sur un système où on jouait vraiment pour de vrai, quoi, parce que j'ai fait d'autres roleplays avant, mais vite fait, avec des règles super simples. Et là, vraiment, je comprenais rien à ce qui se passait à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que dans le roleplay, j'étais à fond. Dès que c'était des combats, qu'il fallait jeter des dés, je me disais, putain, faut que j'arrête combien. Il y a que 5 stats différentes. En fait, et au début, pour les joueurs débutants, faut pas hésiter à leur dire, bah, t'inquiète pas, si tu sais pas, on va te dire quoi faire, tu vois. Parce qu'en fait, le but, c'est plus que ce soit fluide, que vraiment ils comprennent le système tout de suite. On se présente rapidement en 30 secondes. Nous, on est Questmaker et on aide les gens à se lancer en tant qu'MJ. On sait que c'est pas facile, et si ce que t'entends dans le podcast, bah, ça résonne avec toi, check le lien dans la description. Il y a une petite vidéo de 16 minutes sur laquelle on va te donner nos meilleurs conseils pour te lancer en tant qu'MJ. Et si tu veux aller plus loin, on a des masterclass qui vont te permettre vraiment d'aller susciter le meilleur des émotions chez tes joueurs pour des parties avec des anecdotes folles. Et c'est pas parce que c'est évident pour toi que ça l'est pour eux. C'est ça. Parce que là-bas, tu vois, ce que je te dis, c'est. Je me souviens plus sur quoi je galérais. Plus moi non plus, mais je sais qu'à chaque fois qu'on faisait un jet de dés, il fallait que je te redise exactement ce que tu devais lancer. Ouais, ça devait être horrible, ça devait te faire rouler. Et à chaque fois que tu lançais le jet de dés, tu disais, ok, j'ai ça, mais est-ce que j'ai réussi ou pas? Et tu fais, bah en fait. Insupportable, le mec. Ça vous complètement. Non, mais après aussi, on a c'est un truc classique, hein. Par contre, faut pas se leurrer. Hein. Après aussi, il y a quand même toujours des aides de jeu qui existent pour les joueurs. En tout cas, quand on joue à des gros JDR, typiquement pour Donjons et Dragons, il y a le Player's Handbook. J'ai aucune idée comment il s'appelle en français. Guide du joueur. Guide du joueur, probablement. Qui existe, où tu fournis le bouquin aux joueurs pour qu'ils puissent sélectionner leur classe, apprendre à jouer aussi au jeu, avoir les règles et tout ça. Il y a toute une section règles au début, si je me souviens bien. Pour Warhammer, c'est pareil, il y a aussi une section aide dans le compagnon du joueur et tout ça. Après, ça demande de l'investissement, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, est-ce que tu apprends tes 300 pages là et tes devoirs à la maison, quoi. Est-ce que vous, je sais très bien que vous allez dire non, évidemment, mais est-ce que c'est des choses que... C'est pas pour rien qu'on a réparti la table comme ça. Toi, tu vois, t'es de ton côté avec tes... Il a ces livres là. Vous l'avez pas vu, mais il y a ces livres là et tout, de 400 kilos là, voilà. Mais nous, alors que nous, voilà, nous, les pirates. Moi, personnellement, j'ai deux situations par rapport à ça. Quand je sais que les joueurs aiment bien lire, j'ai tendance à leur filer les bouquins et leur dire vas-y, tu peux lire et tout, tranquille et tout, fais-toi kiffer. Sinon, en fait, je sais que moi personnellement, j'ai créé des fiches résumées. Et en fait, je dois filer aux joueurs en leur disant bah voilà, t'as ce résumé là, pour les règles, c'est simple, t'as ça. Et après, on va y jouer, de toute façon, tu vas vite comprendre comment ça se passe. Est-ce que vous avez aussi des règles, des aides de jeu, que vous donnez aux joueurs avant de commencer? Ou aux nouveaux joueurs, je parle. Moi, franchement, quand c'est des nouveaux joueurs, bah en fait, je leur dis, écoute, moi, je vais faire un jeu de rôle dans cet univers. Si ça t'intéresse qu'on joue, le but de l'aventure qu'on va faire, c'est 3 petits bullet points, quoi. Genre, par exemple, exploration, aventure et découverte, tu vois, un truc comme ça. Et je leur dis, est-ce que ça t'intéresse? Ils me disent, oui, mais je sais pas jouer. Je dis, t'inquiète pas, ce qu'on fait, pense juste, l'univers, c'est ça. Pense à ce que tu aimerais faire dans cet univers, à ce que tu aimerais être, et on regardera tous les points de règle ensemble sur la première session. Tu vois, en fait. Bah, du coup, tu les accompagnes réellement. Ouais, parce qu'en fait, moi, je veux pas que le système soit un frein. Donc en fait, je vais leur dire, tu n'as pas besoin de lire, je serai là pour toi sur la première séance, je vais tout expliquer, ça va être très simple, et de toute façon, on va pas faire des choses compliquées sur la première séance. Je pense que ça, c'est une façon très bien d'inclure de nouvelles personnes dans le JDR, parce que, en fait, déjà... Souvent, quand tu joues à un jeu de société, juste lire la règle du jeu, c'est toujours un moment un peu chiant, quoi, pour beaucoup de gens. Les jeux, Bah, ça dépend pour qui. Moi, typiquement, j'adore lire les règles du jeu. Bizarre. Mais j'adore lire les règles du jeu et j'aime bien les expliquer. Donc, je sais qu'il y a toujours une personne qui est chargée, en tout cas, à chaque fois que je commence un nouveau jeu de société, c'est une personne est chargée de lire les règles et d'expliquer aux gens. Non, mais c'est clair, mais ça m'étonne pas. Et je pense que dans le roleplay, il y a beaucoup de monde qui sont dans ce cas-là et qui kiffent. Tous ces univers bien remplis, beaucoup de points de lore, développés à fond, les bouquins, etc. et tout. Mais si tu veux inclure plus de gens qui n'ont pas forcément cet attrait pour le roleplay, qui vont peut-être le développer après, t'enlèves un frein en fait en enlevant et souvent de 300 pages. Quoi. Ouais, et souvent les joueurs qui veulent lire bien les règles, c'est des joueurs qui veulent soit optimiser leur personnage ou faire un truc très spécifique parce qu'ils ont déjà joué dans l'univers ou qu'ils ont déjà fait pas mal de jeux de rôle et ils voient à peu près ce qu'ils veulent juste savoir comment le faire. En fait, tu vois. Moi, c'est l'expérience que j'en ai, en fait. Et du coup, là, effectivement, tu leur passes les bouquins parce qu'en fait, même moi, je sais pas trop ce qu'il veut faire. Et même s'il y a des trucs, il est un peu flexible, tu vois. Genre,
Du coup, il se démerde, il dit le truc, il faut ok, j'aimerais faire ça, il valide avec toi, ok, j'aimerais faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai un point de règle, je suis pas sûr, est-ce que ça te va si on contourne ou quoi que ce soit, tu vois. Un peu comme un jeu vidéo. De toute façon, il faut genre, que. tu joues League of Legends, t'as le cas où tes potes ils disent ouais, prends tel objet, puis t'as le cas où les gens veulent vraiment performer, ils se disent ok, je lis tous les stats et tout, ça augmente ça, de ça, etc. Ça. De toute façon, dans tous les cas, moi je sais que je le laisse là, le livret d'aide de joueurs à chaque fois, et en fait, je sais qu'au bout d'un moment, ils y vont forcément. Parce que dès qu'ils veulent commencer à développer leur truc, de toute façon, ils sont obligés, parce que s'ils veulent choisir leur sort, ils sont obligés d'aller dans les bouquins. Parce que sinon ça va être compliqué. Moi je vais pas leur dire à chaque fois, ça va être trop long et pour moi et c'est pas. C'est écrit quelque part. Je vais pas non plus leur dire alors que c'est écrit quelque part, merde, ils savent lire. Donc Ce qui m'a bien aidé, c'est que ma chérie elle est à fond sur les Google Sheets et du coup elle a fait un super tableur qu'elle peut partager aux gens sur les différents jeux auxquels on joue. Et du coup, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Ça te permet vraiment de répartir les informations. Tu peux prendre tes notes et tout. Ça demande du coup d'avoir soit un ordi portable, soit une tablette, soit le faire sur son téléphone. Pas hyper pratique. Mais c'est vrai que quand on joue avec du papier, bah c'est quand même galère le forme papier. Parce que t'as ce côté, bon, c'est cool, t'écris et tout machin. Mais après, attention, tu toujours à raturer. Oui, je sais que là, j'entre dans la fausse apura, quoi. Mais par contre, c'est vrai que du coup, bah, tu dois tout le temps raturer, enlever des trucs, gommer. Enfin, de la face, ça ressemble à rien, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des applications qui existent pour ce genre de choses. Typiquement, pour Donjons et Dragons, je reviens encore dessus, il y a l'application D&D Beyond qui est incroyable pour ça. En fait, c'est vraiment le jeu sur une tablette ou sur un téléphone. Et t'as ta fiche de personnage. Tu peux même avoir les maps maintenant dessus. C'est bien ça, ouais. En fait, payer. Ouais, c'est ça. Moi là-dessus, c'est vrai que je suis un peu des deux camps. C'est-à-dire que je trouve que pour l'utilisation, je préfère, pour l'utilisation en partie, je préfère avoir un truc. Limite, moi je me fais des Excel après. Parce qu'en fait, parfois j'aime bien que ça me calcule automatiquement certaines choses. Tu vois. Et à chaque fois sur la feuille, je suis en train de. Bah alors ça. Et c'est vrai que j'aime bien pouvoir me dire, j'ai tout qui est un peu mieux ordonné, comme ça j'ai vite en visu ce que j'ai besoin. Tu vois. Par contre, le fait d'avoir une feuille de papier sur ton personnage, t'as un peu ce côté collection en mode, c'est à moi. Et genre à un moment donné, il va rentrer dans mon classeur Panthéon, en mode c'est le personnage que j'ai joué. Et genre je vais lui faire une belle feuille et il va rentrer dans mon classeur. Quand j'ouvrirai mon classeur, c'est un peu comme mon album photo. Je vois mon personnage et je suis putain, c'est vrai. Le bâtard ce mec là. Le Panthéon des damnés. J'ai jamais fait ça moi, mais. Moi j'en ai beaucoup trop, j'en ai tué tellement. T'as que ça que tes persos. C'est pour ça que j'ai des feuilles du perso que je les garde, et notamment j'ai une pote, les persos qui meurent, elle l'écrit dessus genre décédé, et elle le met dans un classeur de... C'est trop drôle. Mais oui, elle le met dans un classeur de les personnages de l'aventure, tu vois. Putain, genre une cinquantaine de morts, moi j'aurais pu faire tellement un cimetière entier. Bah ouais, de ouf. Les caveaux, tu fais les skins des tombes, c'est incroyable. Pas mal de choses. Mais je trouve que c'est un vrai hack pour se dire aux gens, regardez, c'est une vraie affiche du temps qu'on a passé sur ce truc. C'est vrai, ouais. C'est cool, j'ai jamais pensé, ouais. Moi non plus. Faire ça. Mais c'est vrai que moi je suis là où je te rejoins, c'est que sur les ratures, sur parfois l'ergonomie des feuilles, c'est pas fou, quoi. Tu vois, même s'il y en a qui sont bien faites, en fait, dès que t'as fait 5-6 gommes réécriture, c'est vite chiant, quoi. Et l'autre truc aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont hyper ordonnés dans leur façon de prendre des notes. Moi, c'est le chaos, mais un truc de fou. Et du coup, ma feuille, elle ressemble à rien. Genre, même là, je regarde mes notes que j'ai pris pour le podcast, il y a du texte un peu là, du texte un peu là-bas. C'est pareil pour mes roleplays, quoi. Moi, je suis dans la merde, les gars, je galère, quoi. Non, mais oui, je pense que c'est un vrai sujet, quoi. Du coup, on a vu un peu comment aider les joueurs entrants dans le JDR un peu commencer le JDR, un peu se plaire un petit peu, se mettre un peu dans le bassin et tout ça. Mais comment est-ce qu'on maintenant on aide des joueurs qui sont un peu plus expérimentés? Qu'est-ce qu'ils ont comme point un peu difficile, enfin de difficulté qu'ils aimeraient un peu... La question, elle est hyper complexe, hein, parce qu'en fait, la question, c'est déjà qu'est-ce qu'on dit par expérimenté? Ouais, c'est ça, parce que t'as des gens qui jouent depuis 30 ans, puis t'as des gens qui jouent depuis 2 ans. Bon, bah, les gens depuis 2 ans, tu peux pas dire qu'ils sont pas expérimentés. Même au bout d'un an, même 6 mois, quoi. Si tu joues toutes les semaines pendant 6 mois, tu commences à avoir un certain niveau, entre guillemets. Mais ça dépend comment tu joues. Ouais. Parce qu'en fait... Ça dépend de ton implication personnelle et émotionnelle. Je pense qu'il faut te dire, c'est quoi qui me... Je pense que quand t'es avec des joueurs expérimentés, je pense que le problème, il vient surtout d'une dissension entre ce que toi t'attends de la table et ce que la table fait. Ouais. En fait. Et je pense que là, la question, c'est plus de se dire... ok, je reboucle avec mes joueurs, c'est quoi le problème que j'ai sur la table, c'est quoi que je vois qui est un peu bas par rapport à mes attentes. C'est pas forcément péjoratif, ça peut être j'ai un joueur qui fait plus du dicté qu'il incarne son personnage, donc il dit je vais faire ça, toi t'aimerais quelque chose d'un peu plus RP. Les deux façons sont bien, c'est juste la question c'est quoi que tu aimes, t'en as un qui arrive pas à suivre, faut lui demander pourquoi, tu vois. Et en fait, je pense que la question c'est quoi le problème de tes joueurs, c'est quoi que tu vois comme problème sur ta table, et
pourquoi, et demande à tes joueurs c'est quoi le problème. Tu vois, genre dis, est-ce que tu veux faire plus de RP, est-ce que machin et tout. Et en fait, si le mec te dit non, mais il n'y a pas de problème, machin et tout, faut pas que tu hésites à dire, bah oui, mais en fait, moi, ça me pose un problème. En fait, tu vois. Ouais. Genre, le but, c'est d'entamer un dialogue et dire, ok, moi, il y a un truc qui me va pas trop sur la table, c'est ça, tu vois. Est-ce que vous pouvez le résoudre? Première question. Et est-ce que vous êtes fait pour jouer ensemble? C'est un truc que. J'en parle pas mal parce que j'ai eu le problème sur la dernière campagne qu'on va faire ensemble, notamment. Il y a des joueurs, je sais que j'en jouerai, c'est des amis, mais je sais que j'en jouerai pas avec eux. C'est pas que je les aime pas, c'est que la façon de jouer, elle est très différente de celle que j'aime. Et du coup, je sais que ça match. Pour moi, ça match pas, tu vois, en fait. Et ça, c'est un truc, genre, si t'as un problème avec un joueur expérimenté, que tu veux l'aider à aller plus dans le sens que t'aimerais, la question c'est est-ce que lui, il a envie? Enfin, pour moi, c'est est-ce que lui, il a envie? Et dans ce cas-là, c'est quoi le problème qui le bloque? Il faut lui poser la question, quoi. Ok, mais du coup, comment est-ce que tu, par exemple, si tes joueurs ont aussi envie de faire un peu plus de RP, mais ils n'y arrivent pas forcément, même s'ils sont un peu expérimentés. Moi, Ouais. c'est des choses qui me sont arrivées, par exemple, typiquement, où mes joueurs avaient envie de faire du RP, je voyais très bien qu'ils avaient envie de faire du RP, mais en fait, ils avaient un peu de mal encore à bien incarner le personnage, bien développer leur lore, des choses comme ça, en fait. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour essayer un petit peu d'aider ces joueurs qui ont envie de faire un peu de RP et tout ça? Alors, pour moi, t'as plusieurs hacks. Un bon hack qu'on avait fait, qui nous avait beaucoup aidé à l'époque, quand j'étais jeune, c'était tu bannis toutes les stats sociales. Tu bannis les stats sociales, tu leur dis, sociabilité par exemple, charisme, ça n'existe plus. C'est Si on toi va en faire tant un que test, roleplay. tu dois faire la scène. Hmm. Ça a un gros avantage, c'est qu'en fait, dès que tu vas être confronté à ce genre de jet de dés, du coup, tu vas être obligé de le faire. Et du coup, même si au début, ça va être un peu bof, petit à petit, à force de le faire, vous allez forcément vous prendre... Ils vont commencer à s'améliorer par la pratique. Tu vois. Ce que j'aime pas dans cette méthode, c'est que sur le long terme, quand tu fais des persos qui sont très charismatiques ou très sociales, parfois, t'as des gens qui le sont moins, et du coup, en fait, c'est compliqué de... C'est comme si je te disais, maintenant on bannit toutes les stats de combat, maintenant prends cette épée et fais-moi un combat à l'épée. En fait, si ton personnage est censé avoir une stat d'enculé, toi tu l'as pas en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, en fait, je trouve que c'est une bonne méthode au début pour... Soulève ce caillou. Ouais, c'est ça, tu vois. En fait, c'est une bonne méthode pour forcer un petit peu les gens à se dire, ok, maintenant s'il y a un truc social à faire, il faut que je le joue, tu vois. Donc c'est un bon premier pied qui va obliger un peu toi et le joueur à jouer des trucs, tu vois. Et donc ça, c'est peut-être une bonne chose, tu vois, dans un monde où les gens sont pas forcément... ils sont pas des personnages très spécialisés ou en social, ou que tu veux mettre une autre dynamique, tu peux imprimer ça sur déjà 2-3 séances, t'as le temps que les joueurs s'habituent à ça, tu vois. Et je dirais, le meilleur moyen après, c'est de les récompenser quand ils font des actions RP, quoi. Ouais. En fait, c'est de mettre en place un système de récompense, limite que tu dévoiles aux joueurs, que tu leur dévoiles, tu leur dis, écoutez, on va mettre chez le mien de vos systèmes qui vous donnera plus d'XP, voici les tâches, genre... faire des dialogues, se renseigner sur livrer un truc important de votre backstory aux autres joueurs, ça peut être parler au coin du feu, ça peut être... Ouais, c'est ça en fait, tout ce genre de choses, un système de récompense par partie qui est vraiment... Faut pas hésiter à le faire vraiment puissant, tu vois, dans le sens où genre limite un peu déséquilibré par rapport à ce que tu vas leur donner par aventure, en termes d'XP ou de récompense, parce qu'en fait, si ton premier objectif c'est ça, pour que vous passiez une meilleure séance, il faut que les joueurs ils aient vraiment une incentive, donc un avantage à faire ça, tu vois. C'est clair. Moi, je te rejoins complètement pour ça, parce que justement, je sais que j'ai mis en place ces deux choses dans mes RP, pour récompenser le RP, vraiment récompenser quand ils jouent leur personnage, quand ils l'incarnent et tout ça. J'ai commencé à bien plus à récompenser sur de l'XP, sur des objets, des choses comme ça qu'ils pouvaient recevoir, en fait, en tout cas dans la possibilité en fait de recevoir des objets. Et je sais aussi que j'ai mis en place aussi le système de moins jouer à travers les dés, de moins lancer des dés pour chaque action. Ouais. Moi j'avais tendance à le faire beaucoup. Ouais, moi aussi j'avais tendance à le faire beaucoup, même avec mes joueurs en fait. Et au fin de compte, c'est vrai que enlever un peu du nombre de jets de dés qu'on fait, c'est mieux. Pas forcément qu'en social, moi je conseille aussi sur un peu tout. Ouais. Typiquement, moi j'ai eu une situation qui a été vachement pratique où la première fois où j'ai mis en place ce système-là, c'était sur une entrée un peu furtive dans un manoir où en fait j'expliquais clairement mes joueurs en mode on va pas lancer de jet de dés. Il va falloir que vous débrouillez pour imaginer la situation pour rentrer dans le manoir de manière furtive sans jet de dés. Parce que j'avais pas envie simplement qu'ils se disent ok, je vais lancer mon jet de dés. Et je vais rentrer. Je suis furtif, je peux passer de partout, ça marchera. En gros, le seul moment où j'ai lancé mes jets de dés, c'était sur des croisements avec des visions des gardes.
Et là, à ce moment-là, il y a eu un jet de dés de conflit entre est-ce qu'il le voit, est-ce qu'il le voit pas. C'est le seul moment. Mais tout le reste, en fait, je voulais absolument qu'ils le jouent RP. Non, Et ils l'ont joué RP. Mais ça, c'est un truc que j'ai appris en bossant sur Questmaker avec vous, c'est qu'en fait, pendant un moment, on se cache un peu derrière en fait, le lancer de dés en tant qu'MJ. Et moi, j'en mettais trop, en fait. Et en fait, des fois, plutôt que de dire, explique-moi comment tu le fais ou comment tu le mets en place et tout, et de pousser un peu les joueurs à réfléchir à ça, des fois, je me cachais un peu trop derrière les jets de dés et j'en ajoutais pour avoir l'impression qu'il y ait des choses à faire. Alors qu'en fait, non, c'est ça. Faut que ça ait un sens. Surtout qu'en plus, souvent, ce que ça fait, c'est que ça rajoute juste de la difficulté pour réussir des actions. Ouais, de la RNG, quoi, de l'aléatoire. Souvent, moi, ce que je dis, si t'es dans un environnement calme et que le joueur a une compétence dans le sujet qu'il est en train de faire, moi, j'ai envie de dire, franchement, s'il a le temps, il est pas stressé, il peut réutiliser autant qu'il veut, il réussit l'action automatiquement, tu vois. En fait, on s'en fout. Genre, il veut crocher une serrure, il y a personne aux alentours, il est pas stressé. Il va y arriver en fait, tu vois. À part si la serrure elle a un truc un peu spécial, tu vois. Mais en fait, pas besoin de gêner, t'en fous, tu vois, tu le laisses crocheter. Parce qu'en fait, et en plus, genre un exemple classique, c'est genre tu dois faire une action qui est séparée en plusieurs jets de dés, tu vois. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est pas genre tu dis ok ouais mais d'abord je vais escalader, ensuite je vais sauter, ensuite je vais faire une roulade, je vais tomber dans un sac de foin, je sais pas, tu vois. En fait, plus tu vas rajouter de GD, plus l'action va être difficile, même si les GD sont faciles. Parce que c'est une chance de plus de soirée, en fait. Donc la question que tu dois dire, c'est si je rajoute des GD, est-ce qu'au final, sur mes 3 GD, l'action négative, 3 GD que le joueur a à faire, est-ce que l'action c'est à chaque fois, t'as raté ton action, tu tombes, tu vois. Dans ce cas-là, il y a, franchement, honnêtement, les 3 GD, c'est un seul GD, c'est juste que tu divises en 3 pour que ce soit plus dur, quoi. Et est-ce que du coup, à chaque action, il y a un effet différent. Genre ça peut être, au lieu d'escalader, c'est pas que t'arrives pas à escalader, mais genre en fait tu lâches une prise, et du coup en fait tu te fais mal, donc tu te fatigues, du coup t'as un malus au prochain jet de dés, par exemple, tu vois. C'est pas fou, mais c'est déjà ça, tu vois. Tu sautes, t'as loupé ton saut, mais en fait c'est pas que t'as raté ton saut, t'es full la cheville, tu prends 5 points de dégâts, tu vois. Et après tu sautes dans le foin, t'as loupé le foin, du coup tu prends 5 autres dégâts de plus, et t'as la cheville un peu foulée, en fait, tu vois. Et du coup ce qui fait qu'il aura réussi son action, mais il sera arrivé au bout avec une conséquence un peu avec des conséquences plus ou moins négatives. Ouais. Je trouve que c'est quand même 3 jets de dés de trop, 2 jets de dés de trop, mais c'est une façon que tu peux faire sans pour autant forcément rater l'action, mais donner on va dire, une péripétie à ton action. C'est ça. Parce qu'après le piège, c'est genre, tu dois passer par une porte, fais un jet de dés, t'as raté le jet de dés, tu peux passer par la porte, et t'as genre aucune autre sortie, t'es en mode, ah merde. Et c'est con. Et en fait, ça arrive vite quand t'es MJ et tout, que t'as pas forcément un gros niveau ou beaucoup d'expérience là-dessus. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de faire ce genre de truc. Et du coup, après, les joueurs, ils font que réessayer. Ouais, c'est ça. Et c'est juste nul. Ça, c'est le truc qui m'énerve le plus quand j'ai des joueurs, surtout des débutants, en passant, ça arrive des choses qui arrivent, qui essaient de s'acharner sur quelque chose et qui disent, mais en fait, j'ai le temps, pourquoi je pourrais pas relancer mon jet de dés? Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a un problème dans ta construction. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a eu un problème à ce moment-là. Tu peux l'expliquer, c'est comme dans les escape games, ils te disent clairement, quand un objet a été utilisé, considérez que vous pouvez pas le réutiliser ailleurs. C'est très clair. Tu sais que tu te poses pas de questions quand un objet, que tu l'as déjà utilisé, une clé ou machin, tu la mets de côté, c'est fini, quoi. Ouais, mais du coup, c'est compliqué à justifier quand t'as du temps, en fait. Ouais, mais tu peux dire, une fois qu'une action est faite, vous pouvez pas la retenter si vous l'avez loupé. Oui, mais dans ce cas-là, en fait, mais du coup, le problème qu'on a, c'est que si l'action est nécessaire à la continuité de ton histoire, il faut pas que tu puisses la rater. Ah oui, non, mais bien sûr. C'est ça que je veux dire. Moi, en fait, ce que je décide à ce moment-là, en fait, souvent, c'est soit tu y arrives tout de suite, le jet de dés a été réussi, tu y arrives tout de suite, soit ça va te prendre du temps pour y arriver. T'as ça aussi. 5 minutes, 10 minutes, en fonction de ton échec ou ta réussite en fait sur ton jet de dés. Ça, c'est des choses que moi je sais que je mets en place par rapport à ça. Et pour revenir un petit peu aux actions cumulées où tu pourrais lancer des jets de dés, typiquement monter à l'échelle, tu peux lancer un jet de dés, grimper en haut, tu peux lancer un jet de dés. Moi maintenant j'ai arrêté de le faire et typiquement je laisse mon joueur décrire ce qu'il veut faire. Et plus il arrive à me le décrire avec des détails, plus je réduis la difficulté de du jet de dés. C'est une bonne action ça pour encourager le RP. C'est ça. La description des trucs. Et ça, de toute façon, je dis clairement au début de mes sessions, de toute façon, plus vous allez détailler ce que vous allez faire, plus vous allez détailler aussi vos interactions avec les PNJ, moins les jets de dés seront difficiles. Mais c'est une bonne incentive ça à faire le RP, clairement. Moi, un truc que je voulais revenir, c'était par rapport aux interactions. Des fois, il y a certains joueurs qui ont du mal un peu à avoir de l'interaction. Même si tu leur laisses, tu vois, t'enlèves le compétence sociale. Mais tu vois, des fois, c'est compliqué de faire des discours. J'avais joué un roleplay politique, typiquement. Et en fait, des fois, t'as des discours à faire, des trucs comme ça. C'est méga dur, quoi. Si t'es pas trop dans le milieu, ou même quand tu t'intéresses, moi je m'y intéresse pas mal. Mais c'est méga dur d'inventer et d'improviser des choses.
Et je pense que pour beaucoup de joueurs débutants qui sont peut-être moins à l'aise à faire des discours, ce genre de choses, ou à échanger, ou tu vois, là-dessus, c'est pas évident. Et donc, je pense que tu peux faire un travail avec eux, de leur dire, bah en fait, si tu sais pas quoi répondre dans cette situation, c'est que tu incarnes peut-être pas assez ton perso. Et la meilleure façon de l'incarner, c'est de réfléchir à ton perso en mode comment il penserait dans cette situation. Et tu prends un petit temps avec lui pour développer un peu son personnage en faisant quelques bullet points en mode bah voilà, c'est quoi un peu son passé, qu'est-ce qui est important pour lui. Tu fais juste des choses très simples. Son idéologie. C'est ça. Et tu peux même le pousser plus loin, un petit peu plus loin, autant qu'il veut, si tu vois que la personne s'y intéresse. Tu peux refaire des sessions même comme ça, où on développe un peu le perso, où on revient un peu sur les bases, pourquoi pas. Ouais. Et en fait, ça va permettre du coup de donner un cadre beaucoup plus clair et beaucoup plus simple, parce que du coup, tu vas sortir les joueurs du flou, tu vas leur montrer des exemples de comment ils peuvent faire. Tu peux même peut-être leur donner des plans pour construire un discours, un échange ou autre, et leur dire, bah, dans un premier temps, tu peux dire ça, ça et ça, et ça va leur donner des idées, et de cette manière, ils vont pouvoir s'emparer du système et être plus créatifs. C'est ça. En fait, mais un petit aparté sur ça, quand même, il faut bien penser à une chose, par contre, garder en tête en tant qu'MJ, c'est de jamais essayer de forcer ce genre de situation où un joueur doit faire un discours. Ah oui, Sinon, ça va vraiment être une corvée pour lui, il va pas aimer, il va détester se faire ça. Simplement, si le joueur a envie de le faire, autant essayer de l'aider. C'est ça. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. C'est vraiment, il faut que ça vienne, faut que l'initiative vienne du joueur. Comme Ouais, nous, on a ouais. eu à avoir, sur le roleplay Pokémon. Je sais que Aurel, ma compagne, qui a fait un discours devant tout un village, qui a réussi à rassembler le village et tout ça derrière nous. Bah, c'est elle qui l'a fait. C'est elle qui l'a fait pendant le RP, qui a improvisé. Et c'est vrai que c'est des trucs qui sont difficiles à faire, mais quand c'est fait, même si c'est un peu bancal, faut récompenser de ouf. Faut y aller à fond, c'est trop bien. Tout le monde soit, faut que le Ça village réponde, qu'il y ait des ovations, que ça soit vu comme des C'est ça, héros. C'est ça. Et ça, c'est Ouais. des anecdotes qui se gardent pendant Ça va longtemps. trop les encourager, même si l'action est parfois un petit peu chelou, un petit peu étrange ou un petit peu en dehors de ce que vous avez écrit, plus vous allez récompenser, plus les joueurs vont avoir envie de créer ce genre de situation. Ouais, c'est clair. Ouais. En fait, Et c'est ça qui est intéressant en fait. Et Il ils faut vont, jamais vont forcer, le quoi. pousser de plus en plus loin après. c'est ça. Et en fait, souvent, on a l'impression que dès qu'on a... Moi, l'expérience que j'avais au début, c'est j'ai l'impression que plus on a du temps de campagne, plus on est bon, plus les gens incarnent leur personnage facilement. Et en fait, la vérité derrière ça, c'est qu'il y a cet aspect, on est de plus en plus fort à faire du RP, mais surtout, on a vécu nos personnages, et du coup, on les comprend mieux que personne. Mm. Du coup, c'est beaucoup plus facile d'agir quand tu comprends ton personnage, et quand t'as plus peur, que en fait, si t'es avec un nouveau personnage qui n'est pas développé. Quoi. Tu vois, tu rejoins un peu ce que tu dis. En fait, un petit peu de logique, quelques bullet points pour dire, mon personnage, il pense comme ça, ses grandes idéaux, c'est ça. En fait, ça va libérer les joueurs sur la réflexion de comment je réagis, je sais pas quoi dire, en fait. Tu vois, parce que concrètement, si le mec te dit j'aimerais faire un guerrier, tu dis ok, un guerrier c'est hyper généraliste, tu vois. Est-ce que t'es un guerrier qui est plus en mode je veux protéger les autres, ou t'es un guerrier plus en mode je suis un mercenaire, je te manque, je suis pas payé, je fais rien, quoi, tu vois. Déjà, ça c'est une première étape, tu vois. Et après tu dis ok, en fait, qu'est-ce qui fait que t'es devenu un protecteur, tu vois. Est-ce que t'as perdu un membre de famille, est-ce que machin. Et en fait, tu développes un petit peu comme ça, la prochaine situation, quand il rentre et il voit un gars qui est en train de se faire, on va dire, racketter, en fait, le joueur, il a moins de questions à se poser, il va être plus en mode, peut-être qu'il dira pas genre, je m'élance et je vais m'entreposer entre le racketeur et je dis, oh là, mais Créant, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Il dira peut-être pas ça, mais il dira, ah oui, mais moi je veux intervenir parce que ça me rappelle ce que ça fait à ma soeur, ça va pas, tu vois, en fait. Mais parce qu'il a ce background, en fait. Ouais. Il y a des choses sur lesquelles il peut rebondir là-dessus. Et ça, c'est un point où moi, je pense qu'en tant qu'MJ, il faut absolument le faire. C'est aller dans le background des joueurs. Il faut absolument que le background des joueurs, ceux qu'ils ont créés, ça soit utilisé en fait dans la campagne. Oui. Si on est dans une facile, campagne, c'est que c'est pas facile, c'est sûr et certain. Mais en fait, s'ils ont créé ça, c'est que ça leur tient à cœur. Il faut l'utiliser. C'est ça. Et ça va leur permettre de créer du roleplay autour de ça, en fait. Il faut le développer à fond. C'est ça. Moi, je sais que dans mes arcs, en fait, j'ai toujours des petits moments d'ellipse où je joue sans. Parce que des fois, il y a des absents et tout dans tous les RP, où je joue en fait sans un joueur précisément, et j'en profite en fait pour faire des quêtes personnages, des quêtes pour mes joueurs. D'accord. Où vraiment, c'est uniquement là pour créer du background avec C'est ça. mes joueurs. Attention, alors, comme d'hab, Ça va être entre parenthèses à expliquer aussi. en fait, comme d'hab, vous n'avez pas besoin de créer 2 feuilles à 4 pour commencer. Genre, avec vos joueurs, on est un paragraphe, 3 bullet points, ça suffit pour un personnage. Ouais. Ah oui, de Déjà. fou, complètement. Donc attention, ce qu'on vous dit c'est cool, si les joueurs ont envie de le développer par vraiment by all means, par tous les moyens, laissez-les faire, mais
si c'est des joueurs débutants, ils n'auront pas le temps de développer de pages, Non, ils ne c'est sauront sûr. pas faire, et vous avez un paragraphe et quelques bullet points, ça suffit amplement, quoi. Mais il faut vraiment, moi je pense quand même qu'il faut essayer en tant qu'MJ d'y aller à fond quand ils ont créé des choses, essayer de Oui. pousser, essayer de les aider à développer, soit dans la campagne en elle-même, soit un peu à part sur des quêtes annexes ou des choses comme ça. Moi je sais que j'aime bien essayer d'aider les joueurs à développer leur personnage. C'est des choses que je fais souvent et je sais que mes joueurs aiment bien. En tout cas. Ouais, c'est vrai que en fait, c'est pas facile, je trouve, en tant que MJ, parce que des fois, t'es tellement dans ton truc, moi, c'est ce qui m'arrive souvent. Je suis tellement dans mon truc, dans mon histoire, j'ai à peu près mon déroulé là où je veux aller, que des fois, j'oublie ou j'ai même pas trop la place de mettre ces parties-là dans ce que je veux faire, parce que j'ai déjà une idée de ce que j'ai envie de mettre en place, le temps que ça va prendre, et en plus, il faut essayer d'intégrer le truc. C'est pas évident. Moi, le contre que j'ai, c'est que je prépare jamais trop en avance. Ouais. Parce qu'en fait, par un souci d'efficacité, j'aime pas préparer trop si on va pas l'utiliser. Et ça permet vraiment de rebondir par rapport à ce que... Moi, j'aime bien avoir une, voire max 2 séances de prévu. Tu vois, souvent, une séance, finalement, ça m'en fait 3, tu vois, selon ce qu'on fait. Et en fait, ça permet vraiment de donner de l'importance aux actions qu'ils ont fait dans une séance précédente pour construire ma deuxième. Et ça me permet vraiment, par rapport à ce qu'ils construisent, de prévoir des choses que j'aurais jamais pu voir avant, tu vois. Après, moi, je fais une séance par une séance. C'est juste que j'ai en tête à peu près le déroulé global de mon histoire, tu vois. Et après, en fait, quand j'arrive à ce moment-là de mon histoire, là où par exemple, j'arrive à un moment de mon histoire, je me dis, ok, comment ça, je le sépare en plusieurs sessions. Ah putain. Mais même là, en fait, des fois, moi, c'est pas évident, quoi. Je prévois même pas la fin de mes histoires, c'est-à-dire que vraiment, Mais toi, tu penses pas en tâche de fond? Non, j'y pense pas en tâche de fond, je suis vraiment en moi, mode... ça m'obsède, quoi. Ah non, moi, vraiment, j'ai mon histoire, je dis, putain, il pourrait se passer ça, là, ce serait trop bien. Moi, je suis vraiment en mode, je pars d'un truc hyper simple à la base. Je dis, par exemple, leur quête, c'est aller d'un point A à un point B. Parce qu'en fait, entre ce point A et point B, je peux faire ce que je veux. En fait. Et je peux faire ce que je veux en fonction de ce que les joueurs ont envie, de ce qui les drive et de comment ils réagissent, tu vois, en fait. Et genre, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est vraiment... oui, il y a la tâche d'aller au point B, mais en fait... Oui, c'est le voyage qui compte. C'est le voyage qui compte, quoi. En fait. Ouais, mais je te rejoins aussi là-dessus, mais c'est vrai que moi, si j'ai pas ce côté où je sais pas où l'histoire va et tout, je suis plus motivé à le faire, quoi. C'est vraiment une question de motivation pour moi, c'est-à-dire que dès que je vais avoir l'idée de j'ai trop envie de raconter cette histoire, de faire cette histoire avec eux, ça va me motiver à faire des parties, à caler des dates et tout. Et là, tu vois, par exemple, dans le roleplay que je fais, j'ai un petit peu moins de moment de creux, où j'ai un peu moins de temps de m'y poser, puis j'ai un petit peu moins d'idées sur la partie qui va venir là, tu vois. Du coup, ça se ressent, quoi. Je suis moins chaud pour poser une date et tout, parce que je sais pas exactement où je vais, quoi. Ah putain, c'est marrant parce que moi j'ai l'impression de construire en épisode de série des années 2000, tu vois. Chaque épisode peut se lire indépendamment, tu peux le regarder au début de la saison. C'est encore une sitcom. C'est ça. Et toi, genre, c'est vraiment la série Netflix en 10 épisodes. Ah ouais, moi c'est le AAA, machin, c'est épique, quoi. C'est marrant parce que je déteste la construction des séries, genre où tu peux regarder le dernier comme le premier. Ouais, c'est plutôt drôle. Ouais, alors moi, ça fait presque l'inverse, tu vois. Ah putain, moi, c'est très j'aime bizarre. bien suivre une histoire quand je regarde une série, mais quand je suis dans un jeu de rôle, j'aime bien me dire, on va créer en fonction. Ouais, je vois, c'est marrant. Du coup, nous, ce qui nous intéresserait beaucoup aussi, c'est de savoir si vous avez d'autres méthodes à partager aussi aux autres personnes de la commune pour les aider, sur comment aider les joueurs à faire plus de roleplay, comment aider les joueurs débutants, ou pourquoi pas des techniques de joueurs avancés que vous mettez en place plus tard, pour vraiment immerger les gens et les envoyer à fond dans votre histoire, quoi. Mettez-nous en commentaire.